J'aime pas cette galerie, elle est dangereuse. Trop d'eau. Si ça fond, boum. C'est sans doute la dernière des choses à faire d'y aller. Jim a raison, mais le temps presse. J'y vais. D'accord, mais c'est contraire à l'avis que j'ai émis. Entendu. Je savais qu'ils iraient, mais moi pas question. On ne peut pas se contenter de rester en laboratoire en espérant cloner un mammouth. Il faut parfois mettre les mains dans le cambouis, même si c'est dangereux. Tout ça, ce sont des os qui sortent des parois. Ça me paraît être un très bon endroit pour trouver des échantillons. Sortez! Sortez tout de suite! Mes échantillons, mes échantillons! Avancez! Avancez! Ok. L'idée de ressusciter un mammouth grâce au clonage est l'une des entreprises scientifiques les plus coûteuses, les plus ambitieuses et les plus audacieuses jamais tentées. Elle commence ici, au cœur de la Sibérie. Les mammouths étaient autrefois présents par centaines de milliers dans cette région. Ils ont fait du cratère de Batagaïka l'un des plus grands cimetières d'animaux de la planète. C'est gigantesque. C'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. C'est le Grand Canyon, mais en Russie. Les Russes collaborent avec une équipe de scientifiques venus du monde entier pour réaliser une grande première. Faire des fouilles pour trouver des tissus de mammouths congelés et les envoyer en Corée du Sud, là où se trouve l'un des laboratoires de clonage les plus réputés au monde. Leur objectif ultime, trouver de l'ADN viable pour lancer le processus de clonage. Je cherche à peu près n'importe quoi qui ne soit pas décongelé. Dans l'idéal, j'aimerais que ce soit de la peau. Mais la recherche a montré que les échantillons d'encéphale sont exploitables, tout comme la moelle osseuse. J'ai besoin d'une seule cellule pour cloner le mammouth. Si Sung arrive à obtenir ce qu'il veut, il s'agira d'une des plus grandes avancées scientifiques du siècle. Nous aurions ramené une espèce éteinte à la vie. Avec le réchauffement climatique, le permafrost sibérien fond, laissant apparaître des carcasses de mammouths vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est hyper froid. Mon rôle est d'aider l'équipe à progresser sans risque à travers le permafrost, pour voir si les restes de mammouths sont bien conservés et si on peut y accéder sans danger. L'équipe n'a pas droit à l'erreur. Il a fallu négocier pendant des mois pour avoir accès à certains sites en plein cœur de la Sibérie. Et le projet s'élève à plusieurs millions de dollars. Mais elle doit relever un défi colossal. Elle ne dispose que de 3 semaines pour trouver la cellule de mammouth renfermant de l'ADN viable qui changera à jamais le cours de l'histoire. Depuis un sommet, Jim recherche un endroit favorable pour entamer les fouilles. À 10 ou 15 mètres en partant du bas, il y a une bande de terre dans laquelle on voit des poils qui sortent. Elle doit avoir dans les 40 000 ans. Si on arrive à s'enfoncer là-dedans, ça va être intéressant parce que c'est vraiment là qu'on pourra trouver des restes intacts. Le seul moyen pour Jim d'atteindre la couche de terre qui pourrait renfermer des fossiles de mammouth est de descendre en rappel le long de la falaise gelée.
Lav est en train de longer la falaise pour trouver l'endroit adéquat où on va établir le point d'assurage pour descendre en rappel. S'il se trompe, disons, de 5 ou 10 mètres, je risque soit de descendre depuis un surplomb instable qui menace de s'effondrer, soit de me retrouver au milieu d'arbres qui penchent dangereusement. C'est donc très important qu'on détermine avec précision le bon endroit. Continue, continue. Arrête-toi là. Tu peux t'avancer jusqu'au bord de la paroi. In-sung et les chercheurs russes empruntent un chemin plus facile pour rallier le fond du cratère. À mesure que Jim extraira des échantillons de mammouth, il les fera descendre pour qu'ils soient immédiatement placés dans un congélateur portatif. Toutes les tentatives de clonage de mammouth ont jusqu'à présent échoué, mais l'accessibilité du site offre à cette équipe une occasion unique d'y parvenir. Personne n'a encore vraiment réussi à prélever des échantillons congelés dans le sol et à les apporter toujours congelés à un laboratoire. J'ai vraiment hâte de voir si ça va nous permettre de récupérer des morceaux d'ADN beaucoup plus grands que ce qui a été fait jusqu'ici. Ça, c'est les cordes, ça, les mousquetons, les crampons. Ça, c'est un outil complètement nouveau. Personne ne l'a encore jamais fait marcher. Notre générateur n'est pas tout à fait assez puissant pour faire fonctionner cette perforatrice. Et j'ai des petites pièces toutes neuves spécialement conçues pour ce boulot qui ont disparu. On va quand même essayer de la faire fonctionner, mais ça va pas être de la tarte. Le générateur n'envoie pas de courant dans la perforatrice. C'est n'importe quoi, on vient jusqu'ici et tout repose sur un adaptateur acheté 3 fois rien dans un aéroport. Il fait chaud maintenant. Il est midi et le soleil tape sur le permafrost. Derrière moi, on entend le fracas des morceaux de glace qui s'effondrent. Et plus on attend, pire c'est. L'équipe est embarquée dans une véritable course contre la montre. Car à mesure que les falaises gelées de Batagaïka fondent, les chances de trouver des tissus de mammouth susceptibles d'être clonés s'amenuisent. Ok. Eh bien, je vais descendre le long d'une falaise de permafrost d'environ 60 mètres de haut qui menace de s'effondrer. Et j'espère qu'arrivé à mi-chemin, je vais trouver quelque chose qui ressemble à un morceau de mammouth. Fais-moi descendre. Ok. Continue, continue. Doucement, doucement. Tu ne peux pas remonter? Non, il y a trop de surplomb pour que je remonte avec les bloqueurs. Il faut qu'on continue maintenant. Je suis très inquiet. À 20 mètres à sa droite environ, il y a des morceaux qui se détachent et je ne sais pas si le surplomb va tenir. Si vous pouviez vous écarter de la falaise, ce serait super. C'est beaucoup plus instable que je pensais et je me retrouve en dessous d'un grand surplomb. Ok, bien sûr. Au moment où je vous parle, il y a des morceaux qui se détachent un peu partout. La situation devient vraiment dangereuse pour eux. Les échantillons ne sont plus du tout la priorité. L'objectif immédiat est que Jim parvienne en bas sans qu'un bloc de 2 tonnes de permafrost s'effondre sur lui. Jim repère un affleurement et ne résiste pas à la tentation de l'examiner. Il creuse dans la paroi qui s'effrite pour voir ce qu'il y a dessous. C'est dangereux ce qu'il est en train de faire. Il a peut-être repéré quelque chose. Oh, la vache, la vache! Mais Jim n'a pas fait tous ses efforts pour s'arrêter là.
Il est décidé à faire un relevé de température afin de savoir si l'affleurement est assez froid pour renfermer des restes de mammouth congelés. Pile à 0. Trop chaud? Trop chaud. C'est pas terrible. Il dit que la glace à l'intérieur est à 0 degré. Ce n'est donc pas le type de permafrost que je recherche. Insung a besoin de tissu de mammouth qui n'est pas dégelé depuis au moins 10 000 ans. Or, avec la fonte incontrôlée, les cristaux de glace découpent la fragile structure des cellules. J'ai rarement eu aussi peur de ma vie. Il y a des pans entiers qui tombent le long de la falaise. C'est extrêmement dangereux. La température est trop élevée dans le cratère. C'est une cruelle désillusion. Insung doit rapidement trouver un endroit moins chaud. L'ultime chance de l'équipe maintenant est de monter plus au nord, dans le cercle arctique, là où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés en hiver. Beaucoup de gens comptent sur moi pour rapporter les meilleurs échantillons possibles. Donc la pression est vraiment énorme. Il ne reste plus que 12 jours à Insung pour trouver la cellule de mammouth parfaite. Soudain, quelqu'un repère quelque chose dans la boue. Ça, c'est un os énorme. Ça ressemble bien à un os de mammouth. Il est vraiment énorme. C'est quelle partie du corps? Je pense qu'il s'agit d'un humérus. Un humérus, d'accord. Le gros os du bras chez nous. Il a l'air en bon état. Il s'agit de l'os d'un membre antérieur. Si la moelle qu'il contient est toujours congelée, elle pourrait permettre d'exaucer le vœu d'Insung, trouver une cellule renfermant l'ADN viable dont il a besoin pour cloner un mammouth. Parfait. Il est impressionnant. Et en bon état. Reste maintenant à découvrir ce que cet os recèle. L'intérieur est très abîmé. C'est pourri et tout desséché. C'est un coup dur pour Insung. C'est complètement pourri. Insung a besoin de trouver un échantillon parfaitement bien conservé, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a encore jamais trouvé, parce qu'il faut que l'ADN soit pour ainsi dire intact. Il ne reste plus à l'équipe que 10 jours sur place. Insung est donc contraint de revoir sa stratégie. Je suis très déçu de ne pas avoir pu récupérer d'échantillons à Batagaika. Je pensais trouver quelque chose que je pourrais rapporter en Corée, mais ce n'est pas le cas. Voici Yucca, un mammouth juvénile de 40 000 ans. Ils sont plusieurs comme lui à avoir émergé du permafrost sibérien ces dernières années. C'est la première fois que je vois un mammouth. Surtout comme ça et pas derrière une vitrine dans un musée. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment super. J'ai jamais rien vu de tel. Vu son aspect, ce serait impossible d'obtenir des cellules viables à partir d'un échantillon. Une équipe de chercheurs a déjà tenté de trouver de l'ADN viable chez Yucca, mais sans succès. La fonte incontrôlée, puis la recongélation qui a suivi sa découverte, ont sans doute entraîné la fragmentation de son ADN et la destruction des cellules nécessaires au clonage. L'ADN qui se trouve à l'intérieur du noyau est très fragile. Pour avoir une chance de trouver des cellules intactes renfermant de l'ADN lui aussi intact, il faut prendre l'échantillon directement dans le permafrost. C'est ce qui rend cette expédition si différente des autres. La nouvelle zone de permafrost qu'Insung a en vue se situe à 640 km plus au nord, à l'intérieur du cercle arctique. C'est un site bien connu des chasseurs de mammouths.
Nous nous rendons dans un endroit qui s'appelle Mouskaya. Nous allons devoir naviguer sur le fleuve Yana pendant environ 2 jours pour nous y rendre. C'est mon dernier espoir de trouver des restes de mammouths congelés. L'hiver approche, les températures vont bientôt chuter d'environ 10 degrés par semaine. Il faut donc faire très très vite. En hiver, la température ici peut atteindre moins 50 degrés. L'équipe doit donc être revenue de sa mission avant que le fleuve Yana ne gèle. Mais l'eau est peu profonde et il y a de gros rochers. Et bientôt... Eh bien voilà. On a achevé l'hélice avec un ultime rocher et ce n'est pas bon. On est comme les chats. On avait 9 vies, mais on les consume une par une. On a une hélice de rechange, mais c'est la dernière. Si on la casse, il faudra pagayer jusqu'à Mouskaya. Du fait des mauvaises conditions météo et des problèmes mécaniques, l'équipe mettra 4 jours à arriver, faisant perdre un temps précieux à Insung sur le site de la dernière chance. Aujourd'hui, on était tous trempés jusqu'aux os. Ça a été une journée très dure. Tout le monde est épuisé et le froid nous pompe une énergie énorme. Chaque seconde compte maintenant. Lorsqu'elle atteint enfin son nouveau camp de base, l'équipe n'a plus que 6 jours de chasse aux mammouths devant elle. À peine a-t-elle débarqué qu'elle a un premier aperçu des trésors que recèle Mouskaya. Les gens du coin ont trouvé une molaire de mammouth sur la plage. Kazachi est construite sur une zone de permafrost. La ville repose sur plusieurs couches de fossiles de mammouth. Donc c'est très bon signe pour notre expédition. J'ai hâte d'être à demain. Le trajet a été très dur, mais ça valait la peine. Après une nuit glaciale et un petit déjeuner constitué de porridge et de pain sec, l'équipe entreprend le trajet de 2 heures qui la sépare de Mouskaya et de sa dernière chance de trouver des restes de mammouth. L'endroit est unique au monde. Imposante colline de boue gelée, Mouskaya est considéré comme le plus grand cimetière de mammouths de la planète. Je n'avais jamais rien vu de tel. Des dizaines et des dizaines d'os de mammouth sur quelques centaines de mètres carrés. Ah, magnifique. S'en est recouvert, c'est incroyable. Tous ces os remontent le moral des troupes, mais ils ne suffisent pas. Pour trouver de l'ADN viable, c'est-à-dire congelé depuis au moins 10 000 ans, l'équipe doit descendre jusqu'à 100 mètres de profondeur dans le cœur glacé de la colline. À Mouskaya, il y a un certain nombre de galeries qui ont été creusées à même le permafrost par ceux qui cherchent des défenses de mammouth. Ils ont injecté de l'eau sous haute pression. Je m'apprête à partir en reconnaissance dans cette galerie. Je vais voir si les autres peuvent y pénétrer sans danger. C'est pas rassurant. Le toit s'effondre, il y a de l'eau par terre, la température est trop élevée et on entend des trucs qui tombent du toit. C'est extrêmement dangereux. Jim finit par trouver une galerie qui lui convient. Mais il doit quand même démolir un dangereux surplomb de boue qui risquerait d'emprisonner l'équipe dans un véritable cercueil de glace s'il s'effondrait. Le temps nous est compté pour pénétrer ici et trouver ce que nous cherchons. Avec l'élévation de la température, la galerie pourrait commencer à s'effriter. Il est donc indispensable que l'équipe y entre et en sorte le plus vite possible. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles avaient réussi à trouver de la chair de mammouth dans ces galeries. Donc j'espère en trouver moi aussi.
Ça ne fait que 5 minutes que je suis rentré dans la galerie et j'ai fait à peine 5 pas. Tu t'es enlisé. Ça va pas être de la tarte. Faut creuser. Oh là là. C'est peut-être pas l'endroit idéal pour collecter des échantillons. La température est trop élevée pour qu'il y ait des échantillons congelés. Jim s'aventure donc plus loin. C'est du bois par ici, je vois pas d'os. T'es sûr que c'est stable? Non, ça l'est pas. Allons-nous-en alors. C'est pas stable? Non, Allons-nous-en. il y a des trucs qui me tombent dessus. Allons-nous-en. Ce n'est pas vraiment la galerie idéale pour trouver des restes de mammouth. À chaque pas, on s'enlisait dans la boue. On n'a plus d'autre choix maintenant que de chercher une galerie gelée. L'équipe doit être partie dans 5 jours pour éviter les premières tempêtes de neige. Mais le lendemain, une autre déconvenue l'attend. Hier, le bateau a été abîmé par une ancre. Les choses n'avancent pas suffisamment vite. Et tout ce qui a pu foirer a foiré. Donc pour aujourd'hui, on laisse tomber. Tandis qu'on répare le bateau, Igor, guide de l'expédition et lui-même chasseur de mammouth, conduit l'équipe à son baraquement pour lui montrer son formidable trésor. Igor, c'est bien des restes de mammouth, ça? Oui. Ce sont des poils de mammouth. De Muskaya? Oui. C'est très bon signe. T'as récolté toutes ces défenses en combien de temps? En un été. Elles viennent toutes de Muskaya? Non, de différents endroits. Je vois. C'est impressionnant. Elles sont belles. C'est vraiment des défenses magnifiques. Mais ce qu'Igor conserve dans son sous-sol gelé est encore plus incroyable. C'est pas vrai. C'est quelle partie? Le bassin. Une partie. Ouais. Il y a beaucoup de tissu. Oui. C'est très sec. Ouais, super sec. Pour Insung, le spécialiste du clonage, c'est la preuve qu'il est possible de trouver du tissu de mammouth congelé en bon état à Muskaya. L'état de conservation est très bon pour un échantillon comme celui-ci. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir des cellules viables. Ça se mange? C'est de la viande séchée de mammouth? Lorsque les membres de l'équipe retournent enfin à Muskaya, une mauvaise nouvelle les attend. Les galeries sont encore plus dangereuses qu'auparavant. Il a beaucoup plu, les températures sont montées en flèche et ça s'effondre de tous les côtés. Des blocs de glace gros comme des voitures se sont écroulés et on voit par là que l'entrée de certaines cavités est complètement bloquée. Donc je ne veux en aucun cas courir le risque que quelqu'un reste bloqué dans l'une d'elles. Insung n'a toujours pas trouvé le moindre échantillon de mammouth exploitable. Et pour ajouter à la pression qui pèse sur lui, son responsable et une équipe de chercheurs coréens ont parcouru 4000 km pour venir se joindre à cette chasse aux mammouths. Tout le monde compte sur moi pour que l'expédition réussisse. Je ne peux pas me permettre d'échouer. L'équipe doit absolument trouver la bonne galerie. Soudain, l'espoir renaît. Les collègues russes d'Insung en repèrent une dans laquelle des os de mammouth sortent des parois. Mais elle ne plaît guère à Jim. Elle est pleine d'eau et de boue et le toit ne tient pas. Donc il ne faut pas y aller. Ce n'est pas sûr. J'aime pas cette galerie, elle est dangereuse. Trop d'eau. Si ça fond, boum, tout s'écroule. Vous êtes spécialiste du permafrost? Oui, oui, c'est trop chaud. Trop chaud? Oui. Une grande partie de la paroi supérieure s'est déjà effondrée. Et il y a une épaisse couche de terre meuble au-dessus du toit de la galerie. C'est extrêmement dangereux.
Je suis confronté à un terrible dilemme, car mes collègues russes veulent aller dans la galerie. C'est sans doute la dernière des choses à faire d'y aller. Jim a raison, mais je dois prendre une décision rapidement, parce que le temps presse. La décision qu'In Sung doit prendre est très délicate. Soit il renonce à ce qui est sans doute sa dernière chance de trouver l'ADN dont il a besoin, et il rentre chez lui les mains vides, soit il va dans la galerie et court le risque de se retrouver enseveli. J'y vais. D'accord, mais c'est contraire à l'avis que j'ai émis. Je suis allé dans un bon nombre de galeries, mais celle-là, c'est la seule dont le toit commence déjà à s'effondrer. Ouais, Donc c'est contraire à l'avis que j'ai émis. entendu. C'est noté. On ne peut pas se contenter de rester en laboratoire en espérant cloner un mammouth. Il faut parfois mettre les mains dans le cambouis, même si c'est dangereux. Lancez les recherches si jamais je ne reviens pas. Je savais qu'ils iraient, mais moi, pas question. Ça va, Insung? Ouais. On voit sur cette surface que tout est bien gelé. Tout ça, ce sont des os qui sortent des parois. Ça me paraît être un très bon endroit pour trouver des échantillons. Il y a un magnifique échantillon de mammouth là. C'est du bon boulot, ça. Un morceau de crâne de mammouth. Merci. Mais soudain, l'entrée de la galerie commence à s'effondrer. Sortez! Professeur, ils me disent qu'il faut sortir. Pourquoi? L'entrée est en train de s'effondrer. Sortez! Sortez tout de suite! Mes échantillons, mes échantillons. Avancez, avancez. Faut se dépêcher. Ok. C'est bon. On a pu récolter beaucoup d'échantillons à l'intérieur, même si on n'avait pas assez de tubes à essai. Là, j'ai un bloc de glace qui contient du tissu adipeux et des poils. C'est en bon état et c'est encore complètement gelé. L'équipe va mettre les échantillons dans le congélateur et travailler dessus le plus vite possible. In Sung a eu de la chance de pouvoir sortir. On ne voit plus l'entrée par où on est passé. C'était moins une. Vraiment. Je ne me suis pas rendu compte de la gravité de la situation. En 5 minutes, l'entrée s'est effondrée. C'est incroyable. Je les ai mis plusieurs fois en garde contre un effondrement. C'est ce qui s'est produit et on a vraiment de la chance que personne n'y soit resté. Je ne suis pas content du tout. L'équipe a apporté avec elle un laboratoire mobile dernier cri d'un poids de 100 kg pour pouvoir analyser les échantillons sur place. C'est l'instant de vérité. S'ils trouvent des traces d'ADN, cela peut signifier qu'il y a des cellules viables. Dans le cas contraire, les membres de l'équipe auront risqué leur vie pour rien. On voit des petits points bleus sur l'écran. Ça signifie que de l'ADN est peut-être présent.
Pour en être sûr, il faudra quand même confier l'échantillon à notre laboratoire en Corée. J'espère qu'en poussant les analyses un peu plus loin, les résultats seront encore meilleurs. Mais je suis content. Certains échantillons semblent extrêmement bien conservés, donc c'est très prometteur. Merci infiniment pour votre aide. De rien. Et pour les échantillons. Mais In-sung a encore du souci à se faire. Ces précieux échantillons doivent en effet rester congelés pendant un trajet de 4000 km qui s'annonce épique. 2 trajets en bateau à travers la Sibérie. 2 vols, l'un en avion à hélice et l'autre en avion à réaction. De multiples passages par les douanes russes. Et pour finir, un vol international pour Séoul. Je suis à la fois anxieux et enthousiaste parce que ça fait 8 semaines que je n'ai pas vu les échantillons. T'as eu des problèmes? Non? Les échantillons sont-ils bien restés congelés? C'est la première fois que les Russes autorisent une telle quantité de fossiles de mammouth à quitter le pays. Si les échantillons n'ont pas survécu au trajet, c'est une année entière de travail et environ $1 million qui partiront en fumée. L'avenir du projet repose donc sur ce qu'In-sung va trouver dans le congélateur. De la moelle osseuse. Différents os. Ça aussi. Ça, c'est du tissu adipeux, je pense. C'est encore congelé dans le tube. Donc il faut étudier ça rapidement. Les échantillons sont encore congelés. Je suis soulagé. In-sung dispose de pas moins de 20 kilos d'échantillons de mammouth. Mais contiennent-ils l'ADN parfaitement conservé qui pourrait permettre de reproduire le miracle de la vie? Pour le savoir, l'équipe doit décongeler les échantillons à un rythme bien précis pour les abîmer le moins possible. À ce stade, c'est une question d'intuition. Donc les chercheurs travaillent en premier sur ce qu'ils sentent le mieux. Le travail commence sur un morceau de tissu. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur pourrait satisfaire les vœux les plus chers d'In-sung. Fais voir. Fais voir. Ouais. Celui-ci est vraiment l'un de nos échantillons favoris. Parce que rien qu'à l'œil nu, on voit comme de la chair rouge à l'intérieur. Donc c'est très bon signe. J'ai hâte de voir. Ça ressemble à du tissu musculaire et il est en parfait état. Avec des tissus en aussi bon état, la perspective de redonner vie à un mammouth vivant fait un pas de géant dans la bonne direction. Mais contiennent-ils l'ADN viable dont In-sung a besoin? Après avoir nettoyé les échantillons et les avoir coupés en tout petits morceaux à l'aide de ciseaux de chirurgie, les chercheurs utilisent une substance appelée trypsine qui les aide à isoler les cellules. Le tissu est dissous sous forme de protéines, puis il est mis à incuber. Il est ensuite filtré et placé en centrifugeuse pour en extraire les cellules. C'est formidable de voir tout ce travail qui peut enfin s'accomplir. On a risqué nos vies pour récupérer ces échantillons en Sibérie, donc ils sont très précieux pour nous. C'est maintenant la dernière étape. Le collagène est censé aider les cellules à se développer dans la boîte de pétri. Il ne me reste plus qu'à la mettre dans l'incubateur et à croiser les doigts. In-sung n'aura pas de résultat avant 10 jours. Il faut faire preuve de patience maintenant. Pour pouvoir cloner, il faut une cellule somatique et un ovocyte non énucléé. Le noyau présent dans l'ovocyte de l'éléphant est ensuite retiré, puis on fait fusionner la cellule somatique et l'ovocyte pour créer un embryon cloné. À partir de là, ils vont se diviser.
puis se multiplier en de nombreuses cellules et former un blastocyte. Celui-ci est ensuite implanté dans une éléphante et c'est comme ça qu'on peut donner naissance à un mammouth. Si In-Sung parvient à trouver de l'ADN viable pour faire revivre le mammouth, il aura besoin de l'aide de son plus proche parent actuel. Les éléphants d'Asie, comme ceux que l'on voit ici, à Bornéo, détiennent la clé qui peut permettre à In-Sung de réaliser son rêve. C'est magnifique à voir. Au laboratoire, je travaille sur des cellules, c'est-à-dire des éléments microscopiques. Mais là, j'ai sous les yeux cet animal impressionnant et bel et bien vivant. Les docteurs Frank Göritz et Thomas Hildebrandt, tous deux allemands, ont été les premiers vétérinaires à réaliser avec succès une insémination artificielle sur des éléphantes. Ils sont là pour aider In-Sung à sélectionner 2 femelles, la première pour fournir l'ovocyte et la deuxième comme mère porteuse pour donner naissance à l'éventuel mammouth. Pour déterminer quelle femelle ferait la meilleure mère porteuse, nous avons recours à un type d'échographie de haute technologie qui sert également en médecine humaine. Mais notre approche est différente. La mère porteuse est une femelle expérimentée qui répond au nom de Miss. Cette femelle est tout à fait adaptée à un projet de mère porteuse. Ses ovaires sont actifs et tout va bien chez elle. Hurrah! Hurrah! Voici Miss. C'est notre mère porteuse potentielle. Tout s'annonce bien. Si la sélection de la mère porteuse appropriée semble simple, celle de la donneuse d'ovocytes, qui doit être une femelle fertile plus jeune, est beaucoup plus difficile. C'est un grand défi sans aucun doute, et un échec n'est pas à exclure car c'est la nature, mais on va faire de notre mieux. Sur les 8 éléphantes du parc, 2 seulement s'avèrent éligibles en tant que donneuses d'ovocytes. In-Sung place tous ses espoirs dans Girl, une femelle de 14 ans. Elle a ovulé il y a environ 3 semaines, donc il se peut qu'elle soit gravide. Ces marques montrent qu'il y a eu accouplement avec un mâle, donc il y a de fortes chances qu'elle soit gravide, ce qui veut dire qu'elle ne convient pas pour nous. D'accord. Mais c'est bien pour l'espèce et c'est bien pour vous. C'est bien pour le zoo. La perspective de ressusciter un mammouth ne tient qu'à un fil. Si la dernière éléphante ne convient pas non plus, cela réduira à néant les espérances d'In-Sung et de tous ceux qui ont pris part à ce projet. Nos chances sont de plus en plus faibles. J'espère que les résultats de la dernière éléphante seront meilleurs. Pas de mucus, Elle n'est pas gravide. il y a peu de chance. Bonne nouvelle? C'est bon. L'endomètre est très actif, donc nous avons de bonnes chances de trouver un follicule ovarien. Les éléphantes ne fabriquent qu'un seul follicule ovarien, la première étape du développement de l'œuf, tous les 4 mois. Il pourrait donc s'avérer plus difficile d'en trouver un que de dénicher une cellule de mammouth en Sibérie. Voilà notre follicule. Il est beau. Je vois. C'est le follicule. Tu vois les 2 traits blancs en haut et en bas? Takiri est bien notre candidate potentielle. Nous avons donc trouvé la mère porteuse et la donneuse d'ovocytes potentiels. Quel soulagement pour In-Sung. Mais certains s'interrogent. Le clonage d'un mammouth est-il judicieux? Nous sommes très prudents dans l'élaboration de ce projet, car il soulève beaucoup de questions qui restent sans réponse. Que fera-t-on de ce mammouth laineux une fois qu'il sera né? En quoi la renaissance du mammouth peut-elle nous aider à protéger les espèces en danger de l'état de Sabah?
In-Sung est convaincu que les avantages scientifiques potentiels de ce projet l'emportent largement sur ses inconvénients. Le clonage d'un mammouth est une idée délirante, parce que c'est exagérément ambitieux. On a commencé à pratiquer la fécondation in vitro il y a environ 30 ans, et ça a soulevé de nombreuses critiques. Mais aujourd'hui, ça permet d'aider beaucoup de gens, et aussi beaucoup d'animaux. Nous sommes convaincus qu'à l'avenir, le clonage pourra devenir un outil décisif pour sauver certaines espèces de l'extinction. In-Sung estime en outre qu'une meilleure compréhension de la structure cellulaire pourrait également bénéficier aux hommes. J'espère que parallèlement au processus de clonage d'un mammouth, nous pourrons développer une technologie qui puisse à l'avenir être utilisée pour traiter des maladies liées au vieillissement, comme Parkinson, le diabète ou Alzheimer. Ce projet génère des ressources auxquelles les protecteurs de la nature n'auraient pas accès autrement. Il reste moins de 50 rhinocéros de Sumatra en liberté aujourd'hui. Et nous réfléchissons à la solution du clonage parce qu'elle permettrait d'aider cette espèce en particulier. C'est pour ça que nous avons donné notre accord pour cette première étape. La donneuse d'ovocytes et la mère porteuse ayant été sélectionnées, l'objectif est désormais clair. Il faut localiser de l'ADN viable, indispensable à toute vie, dans le noyau d'une cellule de mammouth. C'est là l'ultime pas de géant à accomplir pour ramener cet animal majestueux à la vie. L'équipe utilise pour cela un cocktail expérimental de substances chimiques afin de séparer le noyau des cellules qui l'entourent. Il faut être extrêmement précautionneux, car si on ne procède pas comme il faut, on risque d'abîmer les cellules. Donc il faut faire très attention à chaque étape du processus. Personne n'est encore arrivé à extraire un noyau intact qui permette le clonage d'un mammouth. Les substances chimiques transforment l'échantillon en une soupe cellulaire. Nous voyons de nombreux fragments à présent, et il faut essayer de déterminer lequel est le noyau. In-Sung doit s'en remettre aux compétences de ses collègues pour atteindre son objectif, isoler un noyau intact. C'est comme lorsqu'on cherche des fossiles de mammouth dans toute la Sibérie. Sauf que là, nous travaillons avec des pipettes à une échelle beaucoup plus petite. Donc, il semble qu'on ait trouvé notre première forme nucléaire. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un noyau intact, mais il présente une forme circulaire. Si on le passe au rayon ultraviolet, il apparaît en bleu. Ça signifie qu'il contient de la matière nucléaire. Il a l'air en bon état d'après ce qu'on voit pour l'instant. Je crois qu'on a bien trouvé notre première forme nucléaire. Pourtant, c'est finalement un échantillon de moelle osseuse qui va rapprocher encore un peu plus In-Sung de la perspective de cloner un mammouth. Au microscope à balayage laser, l'échantillon grossi 400 fois laisse apparaître non pas un, mais 4 noyaux potentiellement intacts. Celui-ci est bien. Il est bien rond, il a la forme qu'il faut. À l'intérieur de ce noyau, il y a de l'ADN, et cet ADN est potentiellement synonyme de vie. Nous venons aujourd'hui d'apporter la preuve qu'il y a de l'ADN et un noyau à l'intérieur de cette cellule vieille de 30 000 ans. C'est une avancée décisive. Ça nous ouvre des perspectives extraordinaires de travailler sur ces échantillons, d'en extraire l'ADN et qui sait, de donner la vie.